C'est-à-dire, il faut que nous soyons capables de nous renier nous-mêmes à certains moments pour que l'homme nouveau puisse apparaître. Si la graine ne tombe pas en terre et ne meurt, la plante ne peut pas pousser. Alors, dites-moi, dans l'état contemporain, Jean Copin parle du troisième stade du tribalisme. C'est le tribalisme à l'époque contemporaine, c'est-à-dire ce tribalisme tendance. Si ce tribalisme est toujours aussi fort, comment pouvez-vous espérer construire les États modernes pour entrer dans la compétition internationale? J'ai envie de dire, des États modernes pour s'occuper de votre population. Le sujet aujourd'hui, chez nous, c'est quoi? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de routes, pas d'hôpitaux. On vous parle des hôpitaux de renommée internationale, mais dès que les dirigeants sont malades, pouvoir comme opposition, ils vont se soigner à l'étranger. Donc, la société congolaise aujourd'hui est une société qui fait face aux problèmes, mais les problèmes dont faisaient déjà face les chefs Kani, Touéré, Mouene du Nord, dont faisait face Makoko, dont faisait face Maluango, dont faisait face le Mani-Congo. C'est quoi? Ben, c'est les problèmes de vie. Il faut que les populations, dans la tribu, il faut que les gens puissent avoir à manger. Quand les gens sont malades, il faut aller chercher le nganga, le fétiche, peu importe, pour venir guérir. Comment voulez-vous que ces sujets que nos ancêtres ont su gérer dans les chefferies du Nord, dans le royaume Téké, Congo et Luango, aujourd'hui, nos gouvernements n'arrivent pas à les gérer. Et ils se cachent derrière le tribalisme. Et c'est ce que nous allons voir dans ce troisième stade du tribalisme. Lorsque les indépendances arrivent, qu'est-ce qu'on constate chez nous? Que chaque leader politique va essayer d'exciter sa tribu. Les partis politiques vont se constituer avec comme terreau, comme fief dans le sens aussi des sciences sociales, hein, comme terrain de prédilection, la tribu. Et donc, les partis politiques vont avoir comme premiers militants les gens de leur village, de leur région et autres. Et on se souvient de ce conflit 58-59 autour de l'élection de Philbert Youlou, où il y a un conflit avec Jacques Opango. Et on n'est pas sorti de 58-59. On est enfermé dans 58-59. Mais le problème de cet enfermement, c'est que c'est un mensonge. Parce que aujourd'hui, regardons notre pays, le tribalisme, c'est quoi? Ça devient une idéologie politique de manipulation des masses. Les partis politiques utilisent les tribus pour les manipuler, mais ils sont dans des projets personnels, familiales. Les gens sont là d'abord pour leurs propres intérêts et non pas l'intérêt de la tribu. Parce que si ce n'est que l'intérêt de la tribu, dites-moi, pourquoi l'hôpital d'Oyo serait en grève? Parce que l'hôpital cumule plusieurs mois de salaire impayé. Et pourquoi, dans certains quartiers d'Oyo, vous avez encore des maisons en terre cuite alors que le pouvoir dilapide l'argent? Qui bénéficie du pouvoir de Sassou? Mais ce ne sont pas tous les Mboshi, c'est très faux. Les Mboshi sont combien? Et vous croyez que 200 000 Mboshi travaillent au Congo? Ça, c'est très faux. J'ai moi-même croisé en France des Mboshi demander l'asile politique. Vous avez bien de Mboshi en prison. Et combien même qu'on parle de ça, et que fait le chef tribal qui essaie d'exciter comme ça sa tribu en disant si je perds le pouvoir à midi, à 14 h, il n'y a plus un seul Mboshi au Congo. Ça, c'est faux. Bonjour, chers téléspectateurs de R7. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui autour de notre émission que nous avons commencé il y a maintenant quelques semaines. Pour la chronique d'aujourd'hui, je souhaite partager, échanger avec vous sur un thème qui est
très, très, très important, un thème capital pour notre pays, mais on pourra dire aussi pour les pays africains, parce qu'il s'agit d'un thème de courage, un thème de conscience nationale, de conscience de chacun, car cela constitue un véritable frein à l'avancée des pays africains vers la modernité. Je crois que c'est Jean Copin qui a intitulé un de ses livres La longue marche de l'Afrique vers la modernité. Et donc, lorsque un pays, peu importe le pays du monde, marche vers la modernité, ce pays doit avoir le courage de faire face à son histoire, face à l'histoire des origines, pas une origine, des origines, du fait que aujourd'hui, tous les pays du monde, je vous dis bien tous les pays du monde, sont caractérisés par le fait qu'ils ne sont plus des pays monolithiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des pays de monoculture. Que vous prenez les États-Unis, la Chine, la Russie, les pays européens, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou encore les pays africains, n'en parlons plus, ce ne sont pas des monocultures étatiques. Ce sont des pays multiculturels. Et donc, dans ces pays multiculturels, comment construire la nation? Comment construire la République? Comment construire l'État? Pour cela, eh ben, ces pays-là n'ont pas de choix que de regarder avec beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et surtout beaucoup de conscience leur parcours historique, peut-être depuis la préhistoire, pourquoi pas, mais au moins en se donnant une date de référence en tant que date de construction de la nation, de la République et de l'État. Donc, le sujet que je veux partager avec vous ce matin, aujourd'hui, c'est le sujet autour du tribalisme. Alors, inutile de gesticuler, de dire que oui, mais pourquoi il soulève ce sujet-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, 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 mais donc, Moeni Volo Didier est un tribaliste. Non, de toute façon, moi, je suis d'abord un scientifique. Je suis un spécialiste des sciences sociales. J'ai fait des études d'histoire à Mariangwabi, à Bayardel. J'ai eu comme professeur, et je l'ai souvent répété, et euh, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui m'ont transmis. D'ailleurs, ce sont eux qui m'ont transmis cette rigueur-là. Donc, j'ai souvent cité euh, Théophile Obenga, Jean-Pierre Tister Tikaya, paix à son âme, Emmanuel Sakomba, paix à son âme, Abanzounou, Bafouetela, Yvon Norbert Gambeg, Joseph Ouabari, qui nous a fait le cours de géographie économique en deuxième année et pour lequel j'ai beaucoup de respect du ministre Ouabari, mais vraiment, mais je pense aussi aux professeurs étrangers comme Brignol Christian, qui nous a fait à la fois les cours d'archéologie, mais aussi d'anthropologie et d'ethnologie. Donc, je pense aussi à Madame Dianzinga, qui aussi nous a fait des cours sur l'histoire du royaume Congo, et je sais qu'elle est très, très, très investie dans ce travail-là. Et donc, on peut aussi penser à la littérature congolaise, à la littérature négo-africaine, qui est d'une rigueur implacable. Donc, je disais que inutile de dire, mais oui, mais pourquoi il soulève ce sujet? Nous devons traiter de tous les sujets. Si nous voulons marcher vers la modernité, inutile de taire des sujets qui sont bloquants pour nous, puisqu'on le voit au quotidien. Et donc, la chronique de ce matin, c'est de démontrer en quoi le tribalisme a des conséquences néfastes sur notre pays, le Congo, mais aussi les autres pays. Bon, ce n'est pas le sujet, mais on peut toujours faire des extrapolations vers les autres pays. Et comment aller vers le dépassement du tribalisme et pourquoi c'est important pour nous de dépasser le tribalisme. Alors, quand vous regardez des études de sciences sociales, des notions ou les concepts comme le tribalisme, le régionalisme, l'ethnie, la tribu, le clan, la famille, tout ça, ce sont des notions qui ont été abordées par la sociologie, notamment la sociologie de la famille, mais surtout par deux sciences qui sont nées pratiquement fin 19e, début 20e siècle, donc les sciences assez récentes, qu'on appelle l'anthropologie et l'ethnologie. Anthropologie qui vient donc de anthropos, c'est-à-dire homme, humain, et logos comme étant une science, donc la science
de l'homme, la science qui étudie l'homme. Et l'anthropologie et l'ethnologie sont surtout nées après les différentes découvertes des sociétés qu'on va appeler des sociétés éloignées, puisque jusque-là, la pensée mondiale est une pensée européenne centrée. Donc, l'Europe étant le vieux continent. Alors, c'est un euphémisme, puisque aujourd'hui, on parle des tribus premières, hein, les premières tribus, les premières nations, en parlant des civilisations amérindiennes, c'est-à-dire du continent américain avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, comme si ceux qui habitaient n'y savaient pas, mais aujourd'hui, il y a des recherches qui tendent à montrer que les empereurs maliens sont arrivés, certains d'entre eux sont arrivés en Amérique. Alors, ce n'est pas Christophe Colomb qui découvre, puisque même le nom Amérique vient en reconnaissance d'Amerigo Vespucci, qui est un géographe italien qui, déjà dans ses cartes du monde, dessinait ce continent-là. Bref, mais on va s'en tenir à ce que l'histoire nous a dit. Donc, ces civilisations qu'on appelle les Premières Nations sont beaucoup plus vieilles que les civilisations européennes. Mais tout comme l'Égypte pharaonique, la Mésopotamie et même la naissance de l'homme, c'est daté en Afrique. Les premiers hominidés sont nés en Afrique, donc l'Afrique serait normalement le plus vieux des continents où l'être humain a pu poser ses pieds, qu'il s'agisse du fruit de l'évolution des espèces, comme nous dit Darwin, ou encore de la création. Donc, sans froisser les religieux, le jardin d'Éden se situerait certainement en Afrique. Bon, après, il faut trouver, est-ce que c'est à côté du Kenya ou à côté du lac Tanganyika? Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, lorsque les Européens, lors des voyages de grandes découvertes, on est au 15e, entre 14e, 15e siècle, quand ces voyages-là commencent, évidemment, ils découvrent les côtes américaines, les côtes africaines, le royaume Congo, découvrent d'autres civilisations qui sont différentes des civilisations européennes. Alors, ça va être des espèces de micro-sociétés, micro-cultures sans échelle de valeur. Et donc, l'anthropologie et l'ethnologie vont naître pour étudier ces nouvelles civilisations que les Occidentaux vont découvrir. On va donc qualifier ces petits groupes de tribus, de clans, d'ethnies et autres. Et cette science qu'on appelle l'anthropologie va s'efforcer à définir les caractéristiques d'une tribu. Alors, ça peut être cela peut être totalement subjectif, mais n'empêche que on découvre des hommes, des femmes, des manières d'être, des cosmogonies, des représentations des dieux, de la vie, de la mort, des événements de la vie quotidienne, la naissance, les différents âges, comment on va les structurer, les relations hommes-femmes, le mariage, et ainsi de suite, la gestion des conflits. Et donc, globalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans l'évolution des tribus, on va donc voir que chaque tribu va essayer de se définir et de se distinguer de l'autre tribu, qu'il s'agisse de la manière de définir son espace territorial, hein, physique. Les Téké parlent souvent, en parlant des Téké, on parle des Ngantier, mais le Ntier là commence où et se termine où? Où commence la terre Téké et où se termine la terre Téké. Et on a une expression aujourd'hui à Pointe-Noire et dans le Kwilu, on parle de Mfumu Toto, le Toto. Donc, chez les Vili, le Mfumu Toto, c'est-à-dire les propriétaires terriens, mais qui dit la terre, dit l'espace territorial viable pour le groupe, pour la tribu. Au-delà, ce n'est plus nous. Bon, certains parlent de Diangle ou de Nzo. Bon, voilà. Ce sont autant de qualifications pour délimiter le nous, Beto, et eux, Bao. C'est-à-dire, quelle est la différence? Bisso, Bango. Qu'on prenne de Betou à Pointe-Noire ou de Djambala à Sibiti, chaque tribu a essayé de se définir comme étant la meilleure des tribus, parce qu'on a les plus belles femmes, on a les guerriers les plus puissants, les plus grands chasseurs, coureurs, les grands agriculteurs, et ainsi de suite. Et chaque tribu a essayé comme ça de se doter des dieux, des croyances et autres. Alors, les tribus, on les trouve en Amérique, mais on les trouve aussi en Asie. Et
c'est toujours la même reproduction où chacun a essayé de se définir. Alors, ce n'est en soi, attention, sur le plan des sciences sociales, sur le plan anthropologique et ethnologique, il n'y a rien de méchant. Rien n'interdit au Moshi, au Bembe, au Kouyou, au Bomitaba, au Congo, au Teke, Luango, de se définir, de se doter une identité culturelle, de se doter d'un environnement économique, social, de dire comment nous allons célébrer le mariage. En ça, il n'y a rien de mal. C'est tout à fait normal en tant que citoyen, en tant qu'individu. En Grèce antique, évidemment, on peut qualifier de tribus les habitants d'Athènes qui se distinguaient de Sparte, ou encore des habitants de telle ou telle île grecque qui se distinguaient de ceux qu'on a appelés de façon abusive les sauvages, qui étaient au-delà de la civilisation hellénistique. Donc, nous les Grecs, nous sommes des gens civilisés. Au-delà, ce ne sont plus des civilisés. Nous les Romains, nous sommes des civilisés. Au-delà, ce ne sont plus des civilisés. Nous les Occidentaux, ayant comme héritage la tradition gréco-romaine moulée dans la religion judéo-chrétienne, c'est nous les civilisés, avec tout ce que nous avons créé comme mode de production matérielle. Au-delà, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de l'Atlantique, donc les Africains, les Amérindiens et autres, donc on va les classer comme des sauvages et que nous devons les faire évoluer. Du point de vue de la conception des sciences sociales, je vous dis, pas de sujet de discussion pour dire qui est supérieur, qui est... Non, il n'y a aucune civilisation ou une culture tellement supérieure pour se dire la fin de l'histoire, donc tout s'arrête là, ou une civilisation tellement faible ou médiocre qui devrait être balayée. Non, les tribus, les ethnies se définissent par rapport à un parcours, par rapport à une histoire, par rapport à comment ils voient leur devenir. Et ça, c'est tout à fait normal. Et vous avez certains anthropologues, comme Jean Coppens, je crois, qui qualifient ça de tribalisme primaire, c'est-à-dire ce stade du tribalisme traditionnel où les tribus, les groupes se définissent et cherchent à se distinguer les uns des autres. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, si nous tous, nous existons jusqu'aujourd'hui, quand je dis nous, c'est-à-dire les 8 milliards d'habitants de la planète Terre, si nous existons jusqu'aujourd'hui, il faut dire que c'est parce que dans chacune de nos tribus, nos ancêtres, nos aïeux ont posé des problématiques qui ont fait que nous avons pu solutionner les problèmes de famine, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation et de transmission, les problèmes de production matérielle pour que nous puissions vivre. Sachez-le, toutes les tribus, y compris même les populations pygmées qui existent encore jusqu'aujourd'hui, ça suppose que dans leur parcours historique, ces populations ont réussi à vaincre la nature. Parce que les espèces vivantes qui n'arrivent pas à vaincre la nature finissent par disparaître au gré des aléas climatiques, des changements des climats ou encore des températures, des inondations et autres. Donc, toutes les populations du monde qui existent jusqu'aujourd'hui ont chacun d'eux, chacun a une appartenance tribale. Même en Europe, vous avez toujours les Normands, les Bavarois. Ne pensez pas que l'Europe qui a réussi à construire les États-nations, pourquoi on parle des États-nations, mais c'est parce que l'État-nation est un modèle d'organisation sociopolitique qui dépasse la tribu. Et donc, nous aussi demain, si nous voulons être des États-nations, eh bien, en ce moment-là, il faut un dépassement de la tribu, ce que certains, je crois comme Pascal Lissouba, dénommaient comme la tribu classe. Donc, ces tribus ont pu poser des problématiques de vie, d'existence. C'est ce qui a fait que, quand parmi eux, certains membres ont été malades, on a pu les guérir, sinon tout le monde serait mort. Ce qui fait que, quand une femme était enceinte, on savait comment faire accoucher ces femmes-là. Je fais un bond de plusieurs siècles. Il faut se poser la question aujourd'hui, avec le taux de mortalité des femmes pendant l'accouchement au Congo, Brazzaville, pour le reste qui est dans ce modèle-là, comparé aux temps anciens, est-ce que nous avons évolué ou régressé? Je vous laisse répondre à cette question. Par rapport aux situations de famine aujourd'hui, sachez-le, aucun historien dans le monde n'a démontré que dans le royaume Congo, dans le royaume Teke, dans le royaume Luango, ou encore dans les chefferies du nord de Brazzaville, il y a eu comme ça baisse de population du fait des épidémies, des vagues d'épidémies. Il n'y en a pas, il n'y en a pas eu, parce que toutes ces populations savaient guérir les maladies, qu'il y a eu
décroissance démographique à cause de la famine. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu de la famine dans le royaume Congo, dans le royaume Téké ou encore dans le Luango ou dans les chefferies du Nord. Donc, de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono, nos ancêtres, nos aïeux savaient régler les problèmes pour que les populations, les tribus puissent bien vivre, non seulement à l'intérieur des tribus, mais aussi les unes à côté des autres. On n'a pas signalé pour le moment dans l'histoire générale de l'Afrique centrale ou même du Congo-Brazzaville des phases d'histoire avec des grandes conquêtes guerrières, avec des grands massacres, non. Tels qu'on a connu, par exemple, on a étudié à l'école le royaume Balinké avec Sundiata Keïta en guerre avec le royaume Soussou de Soumanguru Conté. On n'a pas eu ces grandes conquêtes comme avec l'empire Songhai d'Ali Sonibeur. En Afrique centrale, les tribus ont plutôt cohabité de façon paisible, même si entre le roi Congo et le Makoko, il y avait des fois des tensions, mais on n'a pas comme ça des épisodes de grande guerre entre le Congo et le Luango, où le Congo considère le Luango comme un État vassal, comme une principauté, alors que le Luango dit, moi je suis un royaume. Entre les tribus Congo et les tribus Luango, il n'y a pas eu des guerres ou des histoires de grandes conquêtes. C'était plutôt une coexistence pacifique dont les tensions ont été plutôt, pensent les historiens, exacerbées par les Portugais, donc les Occidentaux qui vont venir, qui vont plutôt jouer sur les relations entre les tribus pour essayer de jouer sur les jeux de puissance. Donc, voilà une première définition du tribalisme qu'on peut considérer comme la science qui étudie les tribus, mais les tribus dans leur conception, dans leur pensée, dans leur représentation, sans vouloir dire quelle est la tribu supérieure ou la tribu inférieure. L'objectif de l'étude des tribus, c'est pas ça. C'est de voir à l'intérieur de chaque groupe comment les gens vivaient et comment les gens vivent, comment les gens se manifestent. Au final, il y a eu un second stade dans l'évolution de nos tribus. Il y a eu un stade qui est plutôt en lien avec la colonisation. Et là, vous vous rappelez tous, hein, puisque on vient de célébrer, semble-t-il, le 64e, je crois, anniversaire de notre indépendance. Bon, là aussi, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Il faut se poser la question, cette indépendance, c'est laquelle? Mais ça fera peut-être l'objet d'un autre émission de notre chronique, parce que parler de l'indépendance nationale, lorsque on voue un culte au symbole du colonisateur, c'est-à-dire avec un grand mausolée de Pierre Savrognan des Brazza, on appelle ça plutôt une injonction paradoxale. On vous demande d'être libre, mais sous la servitude. Bon, on ne sait pas comment on peut résoudre cette équation. Comment peut-on parler d'indépendance lorsqu'on sait que notre économie a été donnée aux étrangers, nos terres sont en train d'être données aux étrangers, à la tête de grandes entreprises, ce sont les étrangers. Et d'ailleurs, le Premier ministre a parlé de la congolisation des postes. Ça suppose qu'aujourd'hui, les postes ne sont pas congolisés, puisqu'il veut maintenant mettre la congolisation. Bon, bref, c'était pour faire juste une parenthèse. Donc, on célèbre l'indépendance, ça suppose qu'on a été colonisé. Mais replongeons-nous dans l'histoire de la colonisation. Quand vous regardez la colonisation au Congo, mais tout le monde était considéré pareil. Quand le colonisateur arrive, notamment le colonisateur français, il ne prend pas soin de dire, tiens, ça c'est le roi des Batéké, il est celui qui dirige ces terres, et donc tout ce que je veux faire, il faut que je le fasse en lien avec lui. Au contraire, ils nous ont brandi un document appelé le traité Makoko de Brazza, mais après le traité Makoko de Brazza, on ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé des relations entre Makoko et des Brazza. Alors, est-ce que Makoko, et plutôt des Brazza, a continué à reconnaître la place du roi Makoko sur ses terres ou il en a fait fi? Eh bien, l'histoire de la colonisation nous enseigne qu'il n'en a pas tenu compte dans l'exploitation économique de nos terres. Et
lorsque la colonisation arrive, on a souvent tendance, notamment en Afrique centrale et au Congo, et c'est ça qui est dommage. Hein. Moi, c'est pour cela que je lance ici cette réflexion euh, qui mérite d'être complétée. Alors, le plus grand épisode qu'on peut qualifier aussi du tribalisme euh, secondaire, le tribalisme face à la pénétration coloniale et à l'exploitation coloniale, c'est ce grand homme de notre histoire qu'on a appelé Mabiala Manganga ou Mabiala Minganga sur les terres Basundi. Alors, Mabiala Manganga, que nous connaissons par rapport au cours d'histoire, c'est un chef Basundi qui soulève son peuple contre la colonisation et surtout contre l'utilisation des hommes. Pendant la colonisation, il y a eu un épisode qu'on a appelé le portage administratif. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pistes. Donc, il faut, au fur et à mesure que les hommes avancent, créer des routes. Et donc, la France, qui est en train de construire son empire colonial face à l'Angleterre, puisque ce sont les deux grands empires coloniaux qu'on va avoir, la France et la Grande-Bretagne, l'empire britannique, qui vont se tailler la part du lion en Afrique, est en course pour la conquête du Soudan et notamment de la ville de Fashoda. Et donc, Lord Kissinger, lui, qui passe par l'Égypte pour arriver au Soudan, est en concurrence avec un commandant français qu'on a connu par le commandant Marchand. Et le commandant Marchand a réquisitionné des hommes sur les terres qu'il traversait jusqu'à ce qu'il rencontre sur les terres Basundi ce grand chef mystique en même temps, qui est Mabiala Manganga, qui refuse que Marchand, un, traverse ces terres et deux, puisse réquisitionner ses hommes. Donc, une bataille qui s'éclate et puis qui se termine par la mort de Mabiala Manganga. Mais en dehors de Mabiala Manganga, il y a eu comme ça plusieurs résistances en Afrique en général, mais au Congo aussi en particulier, face à la pénétration coloniale et face à l'exploitation économique des colonies. Parce que l'exploitation économique des colonies, ça a été un véritable désastre humain. Rien que la construction du chemin de fer Congo-Océan par la société des Batignolles, ça va être une boucherie hein, en main-d'œuvre. Ça va vider la population congolaise dans son ensemble, hein, pas que la population au sud du Congo où on va construire le chemin de fer. Non, on va faire venir aussi des populations du nord pour participer à la construction du chemin de fer. Il va y avoir tellement de morts pendant cette construction que les Batignolles, la société des Batignolles n'a pas d'autre choix que de faire venir les Chinois, les Turcs, les gens du Sahara. Et d'ailleurs, la gare des Sahara, c'est en mémoire. Et dans la gare, dans cette zone des Sahara jusqu'à Pointe-Noire, vous avez des cimetières chinois. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce serait bien qu'à l'occasion, par exemple, de la fête des indépendances, on revienne sur ces épisodes-là de notre histoire. Or, par tribalisme, on ne veut pas y revenir parce qu'on pense que en faisant ça, ça va réveiller le tribalisme. Mais non, nous ne pourrons pas faire l'économie de la lutte contre le tribalisme moderne si nous voulons construire la modernité au Congo. Aucun pays ne s'est construit une modernité en faisant fi de son passé. On dit quoi? Quand on ne sait plus où on va, on doit au moins se souvenir d'où on vient. Parce que l'histoire est une science qui nous permet de regarder avec conscience, avec courage, avec force notre passé pour corriger les erreurs du passé et avancer. Et ce n'est pas pour rien qu'en Occident en général, même dans des pays comme la Chine, allez voir en Chine comment ils parlent de leur histoire passée, y compris de l'époque de Mao. Moi, j'étais étonné, étudiant à l'université Fudan, d'entendre des professeurs chinois, des étudiants chinois dire oui, mais à ce niveau, oui, le grand timonier Mao Zedong, il s'était un peu trompé. Bon, et nous, avec Deng Xiaoping, on a essayé de corriger un peu ces petites erreurs de Mao Zedong. Or, nous sommes les seuls où les chefs d'État ne se trompent jamais. Et ce qui n'est pas normal, ce sont des êtres humains. Donc, quand on parle des indépendances, c'est intéressant d'aller voir une semaine avant la date des indépendances, donc une semaine avant le 15 août, et une semaine après le 15 août, il faut abreuver les populations congolaises de notre histoire commune, du travail qui a été fait
d'où nous sommes partis et là où nous en sommes aujourd'hui et dans les années à venir, qu'est-ce que nous voulons faire. C'est ça qui est très, très, très important. Donc, ce serait quand même intéressant, moi je mérite, que les historiens congolais puissent s'apaisantir sur l'histoire de la pénétration coloniale, des résistances à la colonisation, des résistances à l'exploitation coloniale depuis Brazzaville jusqu'à Bétou. Qui sont ces hommes? Qui sont ces femmes? Qui se sont battus? Qui ont mené des combats pour nos indépendances? Nous connaissons Youlou, nous connaissons Opango, nous connaissons Tchétchélé, mais au-delà, ils n'étaient pas que trois. Il y avait bien des grandes dames avec eux. Et ce serait quand même intéressant que les Congolais apprennent de leur histoire pour dépasser le tribalisme. Parce que pour un type du Nord, parler de Youlou, un mot Congo, Nakoloba Youlute. Et pour un type du Sud, parler de Opango ou de Yombi ou de Ngwabi qui ont été des grandes figures de notre vie politique. Ah non, 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 non. Beto, Bamboshubo, Katuzeba. Vous voyez, c'est pas comme ça. Si nous voulons construire notre pays, nous qui avons eu la chance d'aller à l'université, d'étudier, c'est nous qui devons porter ce combat du panafricanisme, du congolisme, si je peux inventer comme ça ces néologismes, du congolisme, pour que nous soyons un. Parce que le cadre se définit d'abord comme un cadre national. Moi qui vous parle, je passais mes vacances chaque année entre Brazzaville et Bétou. Et partout où j'étais au Congo, j'étais chez moi. Je parle aussi bien le Kikongo que le Lingala et je crois parler bien le français. Mais je peux m'exprimer dans le Bakalingala Mokoya fort, puisque je fanda na Poto Poto. Donc, j'ai habité Mongali, qui était plutôt un arrondissement Congo, et j'ai habité Poto Poto, qui était plutôt un arrondissement plutôt où on parle plutôt Lingala. Donc, je suis à la fois un enfant de Mongali qu'un enfant de Poto Poto. Et j'ai cette chance-là d'être la synthèse de la vie sociale, de la vie culturelle et de la vie politique congolaise. Je ne peux pas me définir par rapport à une appartenance tribale ou ethnique ou régionale. Je me définis d'abord comme un Congolais. Et c'est pour cela que dans mes prises de parole, des fois on me demande, mais vous êtes d'où? Je dis, je suis Congolais. Oui, mais vous avez parlé de la Sangha, de la Likola. Oui, la Sangha, la Likola, c'est chez moi. Oui, mais c'est vous qui avez popularisé les massacres du poule. Je dis, oui, le poule, c'est aussi chez moi. Oui, mais vous parlez du reversement des revenus du pétrole pour le développement de Pointe-Noire. J'ai dit, oui, oui, Pointe-Noire, c'est chez moi. J'ai vécu à l'UTT, hein, donc l'UTT aussi, c'est chez moi. Je suis d'abord un Congolais avant d'appartenir, je ne sais pas moi, à quel groupe ethnique ou tribal. Donc, pour nous, ça c'est très important que les historiens, que le département d'histoire au Congo, mais le département, tous les départements de tout ce qui s'intéresse aux sciences humaines et sociales, y compris même l'Église, puisque notre premier président a été un prélat, un abbé, de faire des productions et qu'à l'école, qu'on puisse enseigner qui sont ces hommes, ces femmes, parfois même ces jeunes enfants dont la vie a été impactée par l'action coloniale et qui se sont battus. On connaît très peu de Mathieu André de Grenard. Mais pourquoi? Et alors que Mathieu André a été parmi les premiers, hein, je crois même un des premiers syndicalistes congolais, il a été parmi les premiers à élaborer une pensée politique en vue de l'indépendance du Congo. Peu importe ce qu'on pense de lui, mais il a fait ce qu'il a pu à son époque, et ben, c'est une œuvre qui est louable et qu'il faut respecter. Donc, lorsque le colon arrive chez nous, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il exploite nos terres et vous avez des formes de résistance qualifiées aussi de tribalisme, puisque les premiers chefs qui vont se soulever, ils vont essayer d'organiser les gens de leur tribu contre le colonisateur. Et là, vous avez, je peux prendre la symbolique de la guerre de 3 francs. Hein, on se rappelle de cette guerre de 3 francs qui va frapper essentiellement la région du Poul parce que les chefs tribaux du Poul vont donc demander à leur population de ne pas payer cet impôt qu'ils jugent injuste parce que ce sont eux qui viennent chez nous et ce sont eux qui nous demandent de payer l'impôt, ce qui est totalement injuste. Et donc, cette guerre de 3 francs va frapper très durement
les populations du pôle. Et on voit bien que c'est une symbolique de ce qu'on va appeler le tribalisme secondaire, c'est-à-dire ce tribalisme passe non plus à l'autre tribu en face de moi, mais plutôt à une classe de domination coloniale caractérisée par la présence de ce qu'on va appeler les Blancs dans notre pays. Et ce tribalisme face à la colonisation va évoluer jusque dans les années 60 pour nous et l'accession de nos pays, de notre pays à la souveraineté nationale. Et donc, pour permettre à certains Congolais de bien s'imprégner de ce qu'on appelle les tribus ou les ethnies chez nous, je vous laisse regarder cette carte ethnique du Congo. Donc, quand vous regardez cette carte ethnique, alors vous avez des grands groupes ethniques, les Congo, les Téké, les Échira, les Mbushi, et à l'intérieur de chaque groupe ethnique, vous avez des sous-groupes, des tribus. Lorsque vous regardez toute la carte, vous voyez bien que le Congo, c'est quoi? Une soixantaine, 80 tribus. Et même à l'intérieur de ces tribus, on va encore trouver des éclatements, des sous-groupes, des sous-dénominations. Et donc, mais ça, attention, hein, que ça ne fasse pas peur. Je vous dis encore, il faut regarder ça avec courage, puisque notre but, c'est aller vers la modernité du Congo. Mais si vous prenez en Occident, vous avez les mêmes cartes. Moi, je vous invite, je ne le fais pas là, mais je vous invite d'aller regarder la carte ethnique en France, en Angleterre, en Allemagne, et vous verrez, hein, ce sont vraiment les mêmes cartes. En Asie, allez-y, vous verrez. En Amérique, ce qui est différent, c'est que vous aurez plutôt les grosses appartenances des gens qui viennent de l'Europe. Mais si vous prenez les Amérindiens, vous verrez que vous avez la même carte. Donc, lorsque nous sommes indépendants, donc, lorsqu'on va vers les indépendances, le colonisateur français, pour rester dans notre cas, commence à dessiner les dernières frontières des futurs États africains. Et ces frontières ne vont pas correspondre aux royaumes et empires africains. Là aussi, ce n'est pas le sujet. Est-ce que vous savez que quand on parle de la Grande-Bretagne, c'est parce qu'en face, vous avez la petite Bretagne qui est la Bretagne française. Mais est-ce qu'il y a des guerres entre la Grande-Bretagne et la France en disant, ah nous, la frontière a été mal tracée pendant 5 siècles, si je ne me trompe pas, l'île appartenait à l'Angleterre pendant 5 siècles. Au 19e siècle, encore, pendant les colonisations, l'Alsace-Lorraine appartenait à l'Allemagne, puisque la France l'avait perdue lors de la guerre de 1871, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, lors de la guerre de 1870, la France avait perdu ces territoires-là face à l'Allemagne. Et d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de Fashoda, Fashoda qui serait une colonie française. Mais pourquoi la France lâche Fashoda aux Anglais? C'est parce que la France avait besoin de l'Angleterre dans la conquête, dans la reconquête, la récupération de l'Alsace-Lorraine. Parce que si j'enquiquine trop les Anglais, ils ne vont pas me soutenir dans ma lutte de récupération de l'Alsace-Lorraine, et en ce moment-là, ça resterait allemande. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce débat-là. Les frontières semblent figées aujourd'hui. Eh bien, il faut faire avec, au lieu d'être fermé dans des pleurs de l'histoire des origines qui ne nous permet pas d'avancer. Donc, au moment des indépendances, on a hérité de 342 000 km², point. Le travail de Jacques Opango, de Youlou, Massamba Deba, Ngouabi, Yombi, Tchichele, tous. Le travail, c'était maintenant comment faire pour que ces 342 000 km², je vous laisse visionner encore la carte ethnique du Congo. Donc, comment faire pour que les 342 000 km², avec toutes les ethnies, aussi différentes les uns des autres, avec les tribus qui les caractérisent, comment faire pour que ce grand ensemble de 342 000 km² devienne un seul ensemble, c'est-à-dire Yeto, Bisso, Beto, Beto, différent de eux, c'est-à-dire les Centrafricains.
les Camerounais, les Gabonais, les Congolais de la RDC. Comment faire pour que, qui sommes-nous? Et donc là, on pose la question de la négation. Attention, je parle de la négation en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire comment donc nous allons accepter chaque tribu de nier ce qui l'empêche de vivre avec les autres tribus et construire l'espace national. Je vous renvoie à cette œuvre magistrale que je cite souvent, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Je vous laisse regarder le roman, si ça peut donner des idées. Voilà. Dans cette aventure de Cheikh Hamidou Kane, l'auteur, je vous donne juste les 20 premières pages, même les 10 premières pages. Regardez ce débat entre le chef de talibé, le directeur de l'école et la grande prêtresse. Le débat tourne autour de soit nous nions un peu nos cultures, nos enfants se forment à l'école et donc ils seront capables de participer à la compétition internationale et donc mourir pour naître de nouveau. Je ne veux pas ici paraphraser le Christ, mais il faut mourir un peu en soi-même pour que l'être nouveau puisse sortir, puisse éclore. Et le maître de l'école dit, si nous gardons nos traditions comme telles, nous refuserons donc d'envoyer les enfants à l'école, donc ils n'auront pas la connaissance suffisante pour être compétiteurs dans le monde de demain. Le monde de demain, c'est une compétition. Vous savez, on peut toujours pleurer les morts à l'est de la RDC, pleurer parce que les Rwandais veulent occuper nos terres. Les pleurs ne règlent aucun problème. C'est la politique action qui règle le problème. Il faut agir. Il faut agir. Jean-Paul Sartre nous a parlé de l'existentialisme. Tu veux exister, sois capable de poser des actes concrets, sois capable de bondir. Karl Marx nous l'a déjà enseigné. À une puissance matérielle, il faut opposer une force matérielle équivalente ou plus puissante. Donc l'action, c'est ça qui fera de nous des gagneurs. Le Christ lui-même nous le rappelle. Vous voulez être comme moi? Vous voulez me suivre? C'est bien. Renie-toi toi-même, symbolique de la mort. Renie-toi toi-même, symbolique de la mort. Prends ta croix et suis-moi. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que nous soyons capables de nous renier nous-mêmes à certains moments pour que l'homme nouveau puisse apparaître. Si la graine ne tombe pas en terre et ne meurt, la plante ne peut pas pousser. Alors, dites-moi, dans l'état contemporain, Jean Coppens parle du troisième stade du tribalisme. C'est le tribalisme à l'époque contemporaine, c'est-à-dire ce tribalisme tendance. Si ce tribalisme est toujours aussi fort, comment pouvez-vous espérer construire les États modernes pour entrer dans la compétition internationale? J'ai envie de dire, des États modernes pour s'occuper de votre population. Le sujet aujourd'hui chez nous, c'est quoi? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de routes, pas d'hôpitaux. On vous parle des hôpitaux de renommée internationale, mais dès que les dirigeants sont malades, pouvoir comme opposition, ils vont se soigner à l'étranger. Donc, la société congolaise aujourd'hui est une société qui fait face aux problèmes, mais les problèmes dont faisaient déjà face les chefs Kani, Touéré, Mouene du Nord, dont faisait face Makoko, dont faisait face Maluango, dont faisait face le Mani-Congo. C'est quoi? Mais c'est les problèmes de vie. Il faut que les populations, dans la tribu, il faut que les gens puissent avoir à manger. Quand les gens sont malades, il faut aller chercher le nganga, le fétiche, peu importe, pour venir guérir. Comment voulez-vous que ces sujets que nos ancêtres ont su gérer dans les chefferies du Nord, dans le royaume Téké, Congo et Luango, aujourd'hui, nos gouvernements n'arrivent pas à les gérer. Et ils se cachent derrière le tribalisme. Et c'est ce que nous allons voir dans ce troisième stade du tribalisme. Lorsque les indépendances arrivent, qu'est-ce qu'on constate chez nous? Que chaque leader politique va essayer d'exciter sa tribu. Les partis politiques vont se constituer avec comme terreau, comme fief dans le sens aussi des sciences sociales, hein, comme terrain de prédilection, la tribu.
Et donc, les partis politiques vont avoir comme premiers militants les gens de leur village, de leur région et autres. Et on se souvient de ce conflit 58-59 autour de l'élection de Philbert Youlou, où il y a un conflit avec Jacques Opango. Et on n'est pas sorti de 58-59. On est enfermé dans 58-59. Mais le problème de cet enfermement, c'est que c'est un mensonge. Parce que aujourd'hui, regardons notre pays. Le tribalisme, c'est quoi? Ça devient une idéologie politique de manipulation des masses. Les partis politiques utilisent les tribus pour les manipuler, mais ils sont dans des projets personnels, familiales. Les gens sont là d'abord pour leurs propres intérêts et non pas l'intérêt de la tribu. Parce que si ce n'est que l'intérêt de la tribu, dites-moi, pourquoi l'hôpital d'Oyo serait en grève? Parce que l'hôpital cumule plusieurs mois de salaire impayé. Et pourquoi, dans certains quartiers d'Oyo, vous avez encore des maisons en terre cuite alors que le pouvoir dilapide l'argent? Qui bénéficie du pouvoir de Sassou? Mais ce ne sont pas tous les Mboshi, c'est très faux. Les Mboshi sont combien? Et vous croyez que 200 000 Mboshi travaillent au Congo? Ça, c'est très faux. J'ai moi-même croisé en France des Mboshi demander l'asile politique. Vous avez bien de Mboshi en prison. Et combien même qu'on parle de ça, et que fait le chef tribal qui essaie d'exciter comme ça sa tribu en disant si je perds le pouvoir à midi, à 14 heures, il n'y a plus un seul Mboshi au Congo. Ça, c'est faux. Discours de Sassou Nguesso à l'attention des fils et filles du Nord Congo. Quand Sassou Nguesso appelait son ethnie à la guerre. Dimanche 21 mars 1999 à 9h. Dispensaire Marien Gouabi. Croisement rue Ossio et avenue Talanguei. Quartier Nikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité, mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message. Et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de l'Issouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par l'Issouba. Beaucoup de jeunes sont venus du Nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talanguei Nikalou. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé au Cobra, car c'est de qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations, certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu, sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques, que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou. À l'hôpital de Talanguei, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des ninjas et des cocoïeux, et dans ces genres d'exercices, seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes? Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Sous des acclamations frénétiques et prolongées, la foule applaudit. Silence. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle, votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 heures, sachez qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 1997. Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Ça, c'est très faux. Youlou a
dirigeait le Congo, Yulu et Congo. Mais qui étaient les vrais adversaires politiques de Yulu? Eh bien, c'était les Congos, puisque la preuve, Yulu n'a pas eu d'autre choix que de disperser les corbeaux, c'est-à-dire les matuanistes, qui ne cessaient de l'enquiquiner sur tout le territoire national, parce que les garder dans le département du Poul, ça devenait invivable pour Yulu. Et donc, il a pris la décision de les dispatcher. Et vous les trouvez dans le Niari, notamment à Dolisie, mais vous les trouvez aussi au Wando, notamment, bon, un peu partout. Mais les deux sites où vous les trouvez souvent nombreux, c'est Dolisie et Wando. Et regardez ce qui s'est passé depuis 1990 pour ceux qui ont vécu cette période politique. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'arrive la conférence nationale, on part des bons sentiments de sortir du monopartisme, mais très vite reviennent les élans tribalistes. Et donc, André Milongo, qui est prisonnier de Bernard Kolela, mais très vite, il se rend compte du danger et il se défait de l'emprise de Kolela. On a tout de suite une guerre entre le MCDDI et l'UDER-Mouina. Et vous avez, du côté du Nord, le PCT et le RDD de Yombi qui ne sont pas dans les bons sentiments. De même qu'à l'extrême sud du Congo, l'UPADS de Pascal Elisouba et le RDPS de Tister Chikaya, ils ne sont pas dans les bons sentiments. Et donc, vous avez là chaque parti autour de son chef qui va utiliser des élans tribalistes pour manipuler sa tribu d'origine, mais dans le même temps, quand ils signent les alliances, on pourrait dire que c'est des alliances contre nature, puisque les alliances dépassent même la définition du tribalisme. Parce que quoi de plus normal que le PCT signe avec le RDD? Et, oui, de Yombi, mais non. Le RDD de Yombi est plutôt avec l'UPADS, là où le PCT va se retrouver avec le MCDDI. Vous voyez bien que ce sont des alliances de circonstances. Mais lorsque les choses changent, l'UPADS se retrouve avec le MCDDI, dans une pseudo-alliance du Sud, alors que le PCT va chercher même des alliances du côté de la RDC et du côté de l'Angola pour venir combattre ses propres compatriotes et pour essayer de prendre le pouvoir. Donc le tribalisme contemporain, c'est un tribalisme de circonstances dans la manipulation des masses populaires pour se maintenir au pouvoir, mais au détriment de toute la population, y compris des grandes fractions de sa propre tribu. Lorsque Sassou est au pouvoir, ce ne sont pas tous les gens du Nord qui vivent bien. Et quand vous regardez ce qui cause encore la médiocrité de notre pays, regardez les nominations. On va nommer 40 généraux, est-ce que d'ailleurs notre armée a besoin de 40 généraux, et 25 sont de la même famille Mboché. Est-ce que vous pensez que c'est normal? On nomme des gens à des postes par affinité tribale, quand bien même que les gens n'ont pas des compétences. Je vous donne un exemple très simple et vous pouvez aller vérifier. Quel est le CV? Quel est le CV d'un directeur de la SNPC? Est-ce que, allez voir dans quel pays du monde, un clerc de notaire qui obtient pratiquement comme premier poste membre du conseil d'administration de CORAF et finit directeur général de la SNPC alors qu'il ne justifie même pas de 2 ans d'expérience professionnelle en la matière, si ce n'est que son appartenance à la tribu Mboshi. Comment expliquer qu'on nomme un doctorant, semble-t-il un doctorant en économie, directeur du port de Pointe-Noire? Est-ce que vous savez c'est quoi le port atlantique? Le port de Pointe-Noire, normalement, la SNPC, le port de Pointe-Noire et les autres entreprises publiques sont des entreprises qui appartiennent à l'État congolais. Et à ce titre, l'État congolais a des mécanismes d'évolution de carrière dans chaque ministère pour qu'on arrive à des postes à responsabilité. Mais on ne peut pas, comme ça, prendre un doctorant, soit-il le plus brillant de sa génération,
avant même qu'il ne puisse avoir son diplôme, le nommer déjà à la tête du port de Pointe-Noire, sachant que le port atlantique fait partie de la géopolitique, de la géostratégie, de l'économie du Congo. Il faut donc quelqu'un qui est rompu à l'art de gérer les ports. Ce gamin n'a jamais géré un seul port, mais il est bombardier, directeur du port de Pointe-Noire. Regardez les nominations qui se passent partout. Vous avez un général, Nyangambwala, qui est pratiquement semi-analphabète. Mais ce n'est pas être contre lui. Et on apprend lors d'un procès que ce qui intéresse les généraux comme Nyangambwala, Dabira et Jean-Dominique Okemba, c'est l'avenir d'Emboshi. Évidemment, cet avenir fondé sur une tribu ne peut pas être l'avenir de toute la population. Et de toute façon, on voit bien, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est revenu au pouvoir pour garantir le bien-être d'une certaine classe ou d'un certain groupe d'Emboshi, on voit bien qu'aujourd'hui, le pays ne marche pas, puisque dire que tout le Congo peut être géré que par les Mboshi et avec leurs petits copains des autres départements, ça ne marchera pas comme ça. Pour sortir du tribalisme, on est obligé d'en parler, de condamner, de dire que ce qui se passe là, c'est pas bien parce que ça tue notre pays. Nous devons fonder notre action sur l'excellence, sur les compétences de chacun. Je vous donne ici des exemples que vous pouvez vérifier. Prenons un pays comme la France. La plupart des institutions françaises ont été créées par quelqu'un qui n'est pas de la France continentale. Et tout le monde le sait. Napoléon Bonaparte. Napoléon est corse. Mais et pourtant, Napoléon n'a pas imposé la langue corse. Napoléon n'a pas milité pour l'indépendance de la Corse vis-à-vis de la France continentale. Il ne l'a jamais fait. Et il n'a pas installé la capitale de la France à Bastia. Regardez toutes les institutions françaises que Napoléon a construites en France continentale. Pourquoi il n'a pas mis ça à Bastia? Ou je ne sais plus dans quel coin de la Corse. Pourquoi Napoléon n'a pas fait de l'armée corse l'armée la plus forte de la France? Et pourtant, il est corse. Mais Napoléon sait que, en m'appuyant sur la Corse seulement, je vais perdre la France. Donc, je m'appuie sur les institutions que je vais installer en France continentale parce que c'est ça la force économique, politique et militaire de la France. Prenez Mao Tse-tung. Pareil. Mao Tse-tung, si vous causez avec les Chinois, il vient du village, c'est-à-dire celui qu'on appelle le Nonchuan. Nonchuan-ren. Hein, il est du village. Mais le village de Mao n'est pas devenu la plus belle ville de la Chine. Ça, c'est très faux. Comme on est en train d'installer tout à Oyo, c'est-à-dire la banque centrale, c'est maintenant à Oyo, tous les établissements, c'est à Oyo, et que si qui veut voir le pape va à Rome, et bien qui veut voir Denis Sassou Nguesso va à Oyo. Mais demandez Mao Tse-tung recevait combien de gens dans son village. Et Mao Tse-tung s'est appuyé sur les Han. Et quand on dit les Han, c'est quand vous entendez Hanyu, c'est-à-dire le chinois, le mandarin, le Hanyu, c'est les Han, c'est-à-dire que le groupe, la culture qui était déjà très avancée et il faut s'appuyer là-dessus. Ce n'est pas pour rien que en Chine, l'économie est dominée par les gens de Shanghai et pourtant qui ne sont pas forcément au pouvoir. Je crois que le rare président de Shanghai qui a été au pouvoir, c'est Jiang Zemin. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est Jiang Zemin qui venait de Shanghai. Mais Shanghai tient l'économie chinoise. Les grandes universités, si vous enlevez Beijing Taoyuan et puis Tsinghua, mais les grandes universités, la force économique de la Chine, c'est vraiment les gens de Shanghai. Et donc là, on est dans une pensée nationale. On est dans une pensée nationaliste qui dépasse le cadre tribal. Deng Xiaoping, pareil. Après Mao, c'est Deng Xiaoping quand même qui élabore la politique du développement de la Chine. Mais Deng Xiaoping n'a pas choisi comme modèle son village. Il savait très bien que si je choisis mon village, c'est peine perdue. Et quand on arrive un peu plus proche de nous, un grand homme qu'on a tous vénéré, pleuré, félicité et tout, Nelson Mandela. Allez regarder la maison laissée par Nelson Mandela.
Pourquoi Nelson Mandela n'a pas profité de son aura, de sa puissance, lui qui était même adulé par la reine Elisabeth, pour dire que voilà, maintenant, tout se passe dans mon village. Combien de présidents il a reçu dans son village? C'est pour cela que je vous parle de cet effort de la négation de soi. Celui qui ne se renie pas lui-même, qui ne dit pas non, là, ça suffit, là, ça ne va pas, on ne pourra pas construire. Nous avons la chance d'avoir dans un tout petit pays, 342 000 km², des terres qui ont appartenu à 3 grands royaumes. Le royaume Congo, le royaume Téké et le royaume Luango. Et nous avons la richesse des chefferies du Nord. Et demain, c'est ça qu'il faut transmettre aux enfants. C'est ce dépassement du petit village. On doit dépasser le cadre du village pour aller beaucoup plus loin. Et pour cela, nul besoin de dire tout doit être à Oyo et rien là où il faut. Par exemple, nous avons une grande capitale au nord qu'on appelle Ouesso. Mais regardez le peu d'investissement que Ouesso reçoit par rapport à Oyo. Aujourd'hui, notre système social, notre système éducatif doit faire de sorte que tout enfant congolais, de l'école primaire jusqu'en terminale, doit avoir l'obligation de passer ses vacances en dehors de son département de naissance, c'est-à-dire pour les enfants de la Likwala, la Sanga, les plateaux, la cuvette, les 2 cuvettes. L'État congolais a une expérience. Je ne parle pas de Sassou, je parle de l'État congolais a une expérience parce qu'on a eu quand même des mouvements de colonies de vacances pendant longtemps. Donc, on a ce savoir-faire. C'est de permettre aux enfants qui sont dans la Likwala, dans la Sanga, dans les plateaux et dans les 2 cuvettes, de passer leurs vacances entre Brazzaville et Pointe-Noire, en passant par la Bouenza, la Lékoumou, le Niari, donc visiter le Kwilu. Et l'inverse, pareil, les enfants qui sont dans le Kwilu, le Poul, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, eh bien, ils vont passer leurs vacances là-bas. Et qu'on apprenne, c'est le rôle qu'on doit assigner au ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire la mort progressive de ce qu'on appelle l'appartenance tribale pour construire dans la conscience de nos enfants l'appartenance nationale. Et Monseigneur Kombo, quand il y a eu le conflit entre Kolela et Milongo, où chacun d'un côté Congo-Lari, Congo plutôt, voulant s'approprier André Milongo, et de l'autre les Lari Teke qui voulaient aussi s'en approprier sous l'égide de Kolela, Monseigneur Kombo est intervenu en disant le cadre est national. Le cadre ne peut pas se définir par rapport à une appartenance familiale ou ethnique ou tribale. Attention, le cadre est national. On doit toujours penser nation quand on est universitaire et quand on est cadre. Et il faut sortir de là. Et donc, faire ce jeu de colonie, de sorte que un enfant de la Sanga, lorsqu'il arrive en terminale, il a bien visité la Likwala, qui est à côté. Il a bien visité la cuvette ouest, la cuvette, les plateaux, Brazzaville, Pointe-Noire, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, le Kwilu et les plateaux. Donc, il a fait tous les départements du Congo. De sorte que même quand il dort, il pense Congo. Il pense le Congo. Et qu'un enfant de Ouesso, au lycée de Ouesso, il peut faire le projet, in fine, de se dire, tiens, mais après mon bac, j'aimerais aller à l'université à Brazzaville ou à Pointe-Noire, et après telle formation, je vais faire, pendant ma formation, je ferai mes stages à tel endroit, de sorte que je veux travailler dans l'industrie pétrolière à Pointe-Noire. Il a le droit d'avoir une telle réflexion. Et c'est à l'État de permettre ça. Donc, le rôle de l'État, après les indépendances, était de tuer progressivement les appartenances tribales pour faire éclore le sentiment national. Mais ça, c'est la mission de l'État. Or, nos ancêtres, nos vieux, nos papas, nos grands-pères qui sont arrivés au pouvoir, ils n'ont eu de cesse que de manipuler les tribus pour leurs projets personnels. Et quand on voit aujourd'hui la façon dont certains enfants du pouvoir, et notamment de cette sous-classe, qu'ils ont créé une sous-classe des Mbushi, parce qu'il y a des Mbushi qui souffrent, il ne faut pas mélanger. Hein. Au nord, il y a des gens qui souffrent,
Je l'ai toujours dit, il y a des embauchés qui souffrent, mais ils ont créé comme ça dans les têtes des gens qu'il faut être embauché pour avoir un bon poste, même si on n'est pas compétent, même si, voilà. Et donc, pour être riche, l'embauché devient la classe bourgeoise dominante et qui est concurrencée, je ne sais pas comment les aligner par primauté, par les autres tribus classes qui veulent aussi avoir la part du gain. Et dans cette démarche, une chose à faire, il faut verrouiller les finances publiques. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre les tribus classes lorsque les gens ont accès aux finances publiques. Il faut que les finances publiques soient verrouillées. Donc, le rôle de la Banque centrale du Congo, le rôle du Trésor congolais, le rôle des banques au Congo. Ça doit être un débat de fond dans notre pays. Qui gère notre banque centrale? Quel est son niveau de compétence? À quoi sert une banque centrale? La banque centrale, généralement, accompagne le gouvernement dans ses politiques budgétaires, dans la gestion de l'inflation, la lutte contre l'inflation, dans le soutien aux ménages, donc dans la stratégie économique budgétaire. La Banque centrale accompagne le gouvernement. Est-ce que c'est le rôle de notre Banque centrale? Sinon, il faut se poser la question de la compétence du directeur de la Banque centrale et de toute l'équipe de la Banque centrale. Il faut donc se poser la question de nos banques. Quelles sont nos banques? Qui gère nos banques? Et qui contrôle les banques? La Banque centrale contrôle les banques, mais aussi quelles sont les institutions financières chargées de contrôler le mécanisme de fonctionnement des banques, de sorte que quand une banque commence à déconner ou commence à avoir des problèmes, comment on intervient? Et notre trésor public, comment ça fonctionne? Qui gère le trésor? Et donc, nos finances publiques, on ne joue pas avec les finances publiques. Quand vous entendez que Christelle Denis Sassou Nguesso achète des hôtels privés, mais vous croyez que l'argent vient d'où? Si ce n'est pas des finances. Aucun pays ne peut avancer sans lutte réelle contre la corruption et sans la maîtrise de ses finances publiques. La Chine a commencé à avancer, entre autres, parce que Deng Xiaoping a mis de l'orthodoxie dans les finances publiques chinoises. Tous les pays pauvres, je vous le dis et je vous le confirme, tous les pays pauvres, ce sont des pays qui ne maîtrisent pas leur fiscalité, qui ne maîtrisent pas leurs finances publiques, qui laissent filer la corruption, la criminalité financière, et ça, faites ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et donc, il y a ce devoir que nous avons d'avoir des cadres bien formés, mais vraiment bien formés, et peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient Bushi, Kouyou, Congo, Teke, Hangala, Punukuni, Vili, Bomitaba, peu importe, nous devons avoir des cadres bien formés dans chaque domaine de l'État et ces cadres n'obéissent qu'à une seule chose, le cadre légal. Mais tant que nous allons raisonner en termes de tribus, en termes d'ethnie, en termes de village, en termes de famille, alors qu'on est à la tête de l'État, un président de la République qui parle des affaires du Congo, mais en Bushi, mais je dirais la même chose si Massamba Deba l'aurait fait en Congo, je dirais la même chose si Souma l'aurait fait en Zébi. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le président de la République doit s'interdire de parler des affaires du pays en arborant les vestes et les titulatures traditionnelles. Non, la République est contre ce genre de comportement. Dans une République, rien n'est au-dessus des lois de la République. Si nous commençons en tant que ministre, comme j'ai vu avec Pierre Mabiala, qui va solliciter les investitures traditionnelles, ce sont des comportements qui amènent à la psychiatrie. Et d'ailleurs, d'où la violence dans notre société aujourd'hui, une violence qu'on n'a pas connue jusque-là. Mais c'est parce que on est dans des paradoxes. On est ministre du gouvernement, mais on va aller chercher la bénédiction des mânes des ancêtres pour qu'on reste ministre, pour qu'on ne m'enlève pas de ce poste-là. Sassou va chercher les mystiques, chez les Teke, chez les Mbushi, chez les Kuni, chez les Vili, où partout il passe, on lui remet les traditions. Mais ces traditions-là, le blanc nous a colonisés, on avait ces traditions. Vous savez combien de Kuni sont morts pendant la construction du chemin de fer? Il y a des associations de Kuni qui demandent réparation à la société des Batignolles. Et pourquoi les mystiques ne les ont, ces mystères ne les ont pas protégés? Combien de Congos sont morts? Donc, nous avons à bâtir un espace national, un espace républicain, mais une société
d'égalitaire. Il faut bâtir les espaces de socialisation pour nos enfants, c'est-à-dire à quel moment on prend un enfant qui vient d'une famille Bomitaba, d'une famille Makochipoko, d'une famille de tel, et on le met dans l'espace de socialisation, école primaire, collège, lycée, et quand il arrive à l'université, c'est pour préparer la profession. Mais là, on a fabriqué un cadre national. Et ce débat doit commencer même dans les familles, dans les partis politiques. Regardez dans nos partis politiques. Regardez la composition des partis politiques. C'est un travail, nous n'avons pas le choix. Écoutez-moi bien, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire face à ce travail-là. Et donc, pour s'en sortir, il faut aussi permettre le développement régional de nos départements ou de nos régions. C'est-à-dire qu'il faut des études approfondies pour savoir, et Pascal Lissouba avait commencé ce travail-là, de dire quels sont les avantages économiques dans chaque région. Inutile de faire des transferts des régions, ça ne marchera pas. Je donne un exemple vite fait. Dans les plateaux, il y a une compétence dans la production de pommes de terre. Eh bien, comment faire pour que les pommes de terre des plateaux soient consommées partout au Congo? Et donc, il faut une politique agricole. Au nord du Congo, une grande partie, ce sont des cours d'eau. Donc, il y a une capacité physique à produire du poisson. Donc, l'industrie du poisson, au nord, on peut partir du principe que c'est une industrie qui peut marcher. Et donc, comment faire pour non seulement construire toute une économie autour de la production du poisson au nord du Congo, mais aussi les cadres compétents pour gérer ce genre d'édifices, ce genre de production. Et croyez-moi, si on le fait, on peut même faire de la pisciculture, c'est-à-dire maîtriser le cycle de production des poissons, et nous avons des grands marchés à fournir, rien qu'en Afrique. Quand vous prenez que le fleuve Sénégal, il n'y a bientôt plus de poissons. Quand vous regardez que dans beaucoup de lieux de l'Afrique où il y a eu de la surpêche, on va manquer de poissons. Dans beaucoup de lacs en Afrique, on va manquer de poissons. Mais chez nous, tout le nord reste encore un lieu vierge. Le poisson dans les eaux du nord meurt de leur vieillesse. Et c'est pour cela que ceux qui font de la compétition de pêche arrivent à sortir des carpes de 40 à 60 kilos, 70 kilos. Même dans la vallée du Niari, les cours d'eau ne sont pas scientifiquement exploités pour créer de l'économie. Donc, il faut une étude de prospection, il faut une prospective département par département pour voir quelles sont les compétences de chaque département. Aujourd'hui, tout le monde s'est jeté sur le pétrole, tout le monde s'est jeté sur le bois et les minéraux, et on ne regarde plus que ça. Mais non, dès lors que vous n'êtes qu'une industrie d'extraction, vous n'aurez pas les revenus pour vous moderniser et vous développer. Ce qui change, c'est la transformation, c'est-à-dire transformer chez nous. Mais pour transformer, il faut des gens sérieux. Vous me direz, ah oui, mais nous sommes un pays pauvre, comment on fait? Non, ce n'est pas parce qu'on est un pays pauvre. La Chine a été plus pauvre que nous dans les années 80. Les pays arabo-musulmans étaient plus pauvres que nous dans les années 80. Dubaï, où vous allez maintenant, ah oui, je passe mes vacances à Dubaï. Mais Dubaï, dans les années 80, Dubaï est moins que Boko. Ça, je vous assure. Dubaï ne rivalise pas, même jusqu'en dans les années 90, 1990, Dolisie est mieux que Dubaï. On vit mieux à Dolisie qu'à Dubaï jusqu'en 1990. Jusqu'au début des années 2000, on vit mieux à Brazzaville qu'à Dubaï. Mais posez-vous la question, à quel moment s'est opéré le dépassement et pourquoi? Et tant que nous restons dans le tribalisme contemporain, qui consiste à dire on va nommer les gens de ma tribu, même s'il est idiot, mais les autres vont toujours nous dépasser. Il faut donc se poser la question du cadre. Quel cadre on utilise? Quels sont les gens compétents dans chaque domaine? Peu importe d'où il vient, parce qu'il est congolais. Et on est même allé loin. On a dépassé le cadre tribal. On va même chercher maintenant les étrangers pour mieux cacher les détournements d'argent. On a des Camerounais qui ont volé 3 milliards de la banque postale. Il n'y a pas de Congolais pour manipuler l'informatique à la banque postale. Regardez notre pétrole. Demandez au gouvernement de vous donner la liste de tous les cadres de toutes les sociétés congolaises qui gèrent le pétrole congolais. Vous serez choqués de voir le nombre d'étrangers. Coraf,
Quand moi-même j'ai appris que le PDG de Coraf était un Ivoirien, mais j'ai bondi de ma chaise. Donc, pour mieux voler l'argent du pétrole et pour mieux faire le trafic du pétrole, on préfère même donner Coraf, le PDG, à un Ivoirien comme s'il n'y a pas de Congolais. Et partout, on se moque de nous, Congo Zoba, Congolais Kekizoba, Congolais Azazoba. Eh les gars, prise de conscience. Prise de conscience. C'est pour cela que je vous propose cette thématique autour du tribalisme. Le tribalisme, c'est un danger, mais pour tous les pays du monde. Même en Europe, les gens se sont sacrifiés pour construire ce qu'on appelle les États-nations, un État égalitaire, où tout le monde est égaux devant la loi. Et que, peu importe celui qui est le président du Congo, même un Bouchi, il a le droit de contester Denis Sassou Nguesso, il a le droit de contester le PCT parce que la politique est criminelle, meurtrière, corrompue. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient de votre village qu'il a toujours raison. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus vieux que vous. Non, là, on n'est pas dans la République. On n'est pas dans l'État moderne. Là, on est dans l'État traditionnel. Et même l'État traditionnel, je demande la vulgarisation de cette pièce de théâtre, La Marmite de Kokambala. Il faut toujours une remise en cause. Rien n'est définitif. De 1997 à aujourd'hui, on a bien vu que le PCT a échoué. Et peu importe que le président soit Mboshi ou pas, il a échoué. Denis Sassou Nguesso a échoué. Donc, inutile de dire, oui, mais si Sassou part, il faut que ce soit un Mboshi, sinon ça ne marchera pas. Non, si Sassou part, il faut que ce soit un Congolais. Qu'il soit des plateaux, qu'il soit de la Sanga, de la Likwala, ou encore du Kwilu, ou peu importe, eh ben, on ne va pas le définir selon ses origines, mais selon ses compétences. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez un parti politique au Congo, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, où il y a un groupe de gens qu'on appelle l'esprit UPADES qui sont en train de contester l'autorité et les bricolages de leur chef, Tchatima Biala. Et ça, il faut que ça soit un préalable pour tous les partis politiques. Ce n'est pas parce que vous êtes au PCT que vous devez être d'accord avec Pierre Moussa, Pierre Ngolo, ou Isidore Fouba, ou Sassou Nguesso. C'est faux. Ils ont montré leurs limites à développer le Congo. Et donc, vous pouvez les contester, même si vous êtes militant du parti. Vous pouvez proposer aux Congolais une alternative à Sassou, à Pierre Ngolo et les autres. Tout comme aujourd'hui, au sein de l'UPADES, ce mouvement qu'on appelle Esprit UPADES est en train de demander que Sassou Biala parte. Et ça, c'est très salutaire, pas que pour l'UPADES, mais pour tout le Congo. Quand vous entendez que dans des partis comme le LUDER Mouinda ou le MCDDI, ce sont toujours les enfants des anciens chefs, mais pourquoi? On repart en 1960 où il y a un qui disait Beno Beto quoi la fila, c'est-à-dire que vous êtes venus seulement nous accompagner. Non, ce n'est pas un État égalitaire. L'État égalitaire suppose que fils de paysan, de pêcheur, de chasseur, de boulanger, d'ouvrier, il peut avoir le projet d'être cadre. On n'est pas dans la reproduction et dans l'héritage, comme nous parlait Bourdieu, le sociologue français. Non, on est dans une société égalitaire. Il nous faut des parcours d'excellence et les gens doivent être jugés par rapport à leur curriculum vitae, par rapport à leur CV et par rapport à leur expérience professionnelle, par rapport à leurs compétences. Peu importe d'où il vient, dès lors qu'on a les compétences, on est nommé, on vous assigne des objectifs à atteindre et on évalue à la fin si les objectifs sont atteints. Mais nous avons des cadres qui sont nommés sur la base du tribalisme et au final, année après année, le pays n'avance pas. Au contraire, le pays a même reculé, je vous ai dit. Dans le royaume Congo, dans le royaume Teke, dans le royaume Luango, dans les chefferies du Nord, au XIVe siècle, au XVe siècle, au XVIe siècle, les gens ne mouraient pas de faim. Les gens ne sont pas morts de grandes épidémies. Excusez-moi, les gens savaient comment vivre. Et les chefs de l'époque savaient résoudre les problèmes de population. C'est pour cela qu'on n'a pas eu des grandes révolutions. Mais regardez avec la République, avec toute la chance que nous avons, regardez les famines. Regardez la médiocrité. Donc nous avons régressé. Ça suppose que nos chefs n'ont aucune compétence. Et quand le chef a montré sa médiocrité, eh bien, il faut le changer. Il faut prendre quelqu'un d'autre. De 1960 à aujourd'hui, Sassou n'a pas été toujours le seul président. Les ministres qui sont là n'ont pas toujours été les ministres. Regardez ce qu'ils vous ont dit, l'année de la jeunesse. Mais qu'ils nous montrent que les jeunes Mboshi ont trouvé du travail, mais non pas les jeunes Vili ou Kouyou ou Bomitaba. Mais non, ce sont tous les jeunes qui sont victimes.
lorsqu'il y a eu des événements du 4 mars 2012, lorsque cette poudrière de Mpila a explosé, mais la mort n'a pas choisi la tribu. Tous ceux qui ont été victimes viennent de toutes les tribus du Congo qui habitaient aux alentours ou dans un certain périmètre. Et donc, la défense des intérêts nationaux incombe à tout le monde, peu importe si le président est de mon village ou pas. Il faut que nous puissions défendre des modes de pensée et non pas des origines. Est-ce que cette femme-là est capable de trouver solution à l'inflation, au chômage, créer de l'emploi, construire les infrastructures viables pour le pays, donner l'eau et l'électricité? S'il est capable, je le soutiens. S'il n'est pas capable, même s'il vient de mon village, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est sa capacité à régler les problèmes de la société, les problèmes d'emploi. Et non pas seulement applaudir parce qu'on est du même village, mais tant pis, même si je meurs de faim. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec autant de généraux, ils ne sont pas capables de régler la criminalité adolescente, juvénile. Alors, en quoi c'est un général de police? En quoi ce sont des officiers de police? En quoi ce sont des magistrats, des officiers? Ou en quoi c'est un ministère de la justice? Ils ne sont pas capables de vous proposer un code de traitement de la délinquance des mineurs. Ils ne sont pas capables. Alors, pourquoi les garder? Voilà, mes chers téléspectateurs de R7, ce que je comptais échanger avec vous. Prenez conscience et mettons sur la table ce débat autour du tribalisme, le tribalisme qui aujourd'hui est utilisé pour manipuler les masses, en faisant croire que, ah non, mais vous avez vu, hein, nous sommes maintenant au pouvoir. Non, celui qui est au pouvoir doit être un Congolais ou une Congolaise, peu importe d'où il vient, avec comme mission de changer au cours de son mandat la réalité sociétale. S'il est capable de transformer, oui. S'il est capable de donner l'eau et l'électricité, oui. S'il est capable de régler les problèmes de maladie, d'avoir un bon système de santé, une bonne éducation nationale, des écoles d'excellence où on va former tout le monde, mais tout le monde, c'est dans ses mérites. Et non pas les fraudes systématiques parce qu'on a un nom qui renvoie au nom de tel ou tel département, telle personne du pouvoir. Non, cette société, nous n'en voulons pas. Et donc, il faut qu'on débatte. C'est quoi une société égalitaire? Et comment se manifeste au quotidien la société où il y a l'égalité des chances? Voilà en tout cas le sujet que je comptais vous proposer ce matin et j'espère que vous allez être nombreux à alimenter ce sujet par les réflexions et les compléments. Et je vous dis à bientôt sur un autre sujet. Merci.